Bonjour! Aujourd'hui, Musashi Miyamoto, le plus grand de tous les samouraïs. Comme introduction, je vais vous commenter un texte de Jean Dixou intitulé Miyamoto Musashi ou l'intégration de la violence. Dixou nous dit: d'un point de vue éthique, les arts martiaux nippons ne condamnent pas la violence que depuis très peu de temps, c'est-à-dire depuis l'ère Meiji, 1860, là, où ils se sont constitués en système d'éducation sous l'égide de Jigoro Kano. On a tous déjà lu ou vu dans des films la barbarie des mœurs de certains anciens samouraïs. Mais il semblerait que ces tendances aient été compensées par l'éthique zen. L'éthique zen qui est issue du bouddhisme et qui, en enseignant la compassion et le respect de tous les êtres vivants. Concept qui, transcrit dans la terminologie du Bushido, aboutit à Bushi no Nasake, la tendresse du guerrier. De ce point de vue-là, l'histoire de Miyamoto Musashi est très instructive. L'écrivain Eiji Yoshikawa, dans la biographie romancée qu'il a écrite sur lui, La pierre et le sabre et la parfaite lumière, va le dépeindre comme une espèce de personnage prisonnier de sa violence et de sa facilité à tuer, au point où est-ce qu'il a été chassé de son village quand il était jeune, puis contraint un peu de vivre comme une bête sauvage. Sa rencontre avec le moine zen Takuan, un autre personnage célèbre de l'histoire du Japon, va lui permettre d'acquérir un début de réflexion sur lui-même. Il va décider à ce moment-là de poursuivre la voie du sabre, ce qu'on appelle Ken no Michi, jusque dans ses plus extrêmes retranchements. Progressivement, il va devenir un des plus grands maîtres de cette discipline-là, le sabre, et il va sortir invaincu d'une cinquantaine de combats à mort avec les plus grands experts de l'époque. Ces victoires-là vont le plonger, paradoxalement d'ailleurs, dans un profond désespoir, et c'est sa rencontre avec un autre maître zen qui va lui donner accès à une forme de sérénité. Il va abandonner le sabre, puis il va se consacrer à l'art, puis il va mener une vie méditative afin de parvenir à la parfaite lumière, donc le Satori. Après sa mort, les Japonais vont le surnommer Kensei, le saint au sabre. L'histoire du Japon, c'est plein de ces guerriers héroïques, puis parfois amoureux, qui vont abandonner les armes pour se consacrer à la recherche intérieure de leur nature véritable. Ça ne fait aucun doute que leur exemple va influencer la pratique des arts martiaux traditionnels et que la pensée zen va en imprimer profondément l'éthique. La biographie de Musashi illustre parfaitement le processus d'intégration de l'agressivité et la quête de la sérénité. Musashi Miyamoto, qui était-il vraiment? C'est qui lui? On va parler de son enfance. Son père s'appelle Munisai. Il est mort lorsqu'il était âgé de 7 ans. Il y a des chercheurs japonais qui vont nous dire qu'il s'agirait plutôt de son beau-père. En effet, selon une légende, Miyamoto Musashi se serait moqué de son père, qui était escrimeur, puis il aurait fini par lui faire perdre patience. Puis ce jour-là, Munisai était occupé à se tailler un cure-dent. Puis, comme il était fatigué des moqueries de son fils, il a perdu son sang-froid, puis il a lancé son couteau en direction de son garçon, qui va l'esquiver avec la tête comme ça. Ça a rendu le père encore plus furieux. Fait que Munisai aurait relancé la lame, mais Musashi l'a évité à nouveau. Alors, le père a pété les plombs, il va le chasser de son foyer, ce qui va contraindre le petit à passer son enfance sous la tutelle de son oncle, un moine qui était propriétaire d'un monastère. Il a 6-7 ans. Un peu plus tard, il a combattu en duel pour la première fois à 13 ans contre un certain Arima Kihei. Ça, c'est en 1596. Puis par la suite, âgé de 16 ans, il va participer à la célèbre bataille de Sekigahara en 1600, qui a vu la victoire de l'armée des Tokugawa, Tokugawa Ieyasu, à la suite de la mort de Toyotomi et Hideyoshi. Ces deux-là, les Toyotomi et Tokugawa, voulaient devenir shogun. D'ailleurs, il y a une série vidéo fort populaire avec l'acteur Richard Chamberlain et Toshiro Mifune dans les années 80 qui nous raconte cette épopée-là. On a remplacé les noms de Tokugawa par Toranaga et puis de Ishido pour Toyotomi. Malheureusement, Musashi est engagé dans le camp des perdants. Il a été laissé pour mort sur le champ de bataille, mais il a survécu à ses blessures. Jusqu'à l'âge de 29 ans, il va participer à une soixantaine de duels.
La plupart de ces duels-là, va les faire avec un bokken, un sabre en bois, alors que ses adversaires avaient de vrais sabres, les Nihonto, des katanas. C'est là que la légende et la vraie histoire vont se contredire un peu, parce qu'on dit qu'il a défié puis anéanti à lui seul la totalité de l'école d'escrime de Yoshioka, une caste en battant 60 combattants. 60, il y en a des sources qui nous disent même 79. Il y a eu une escarmouche au pied du Pain Parasol au temple d'Ichijo à Kyoto. Puis c'est là qu'il a pratiqué pour la première fois, sans vraiment en avoir conscience, sa technique si célèbre, qui est devenue célèbre par la suite, la technique des deux sables, le Niten Ryu. Son dernier duel, en fait le plus fameux duel, a eu lieu le 13 avril 1612 contre l'autre plus grand escrimeur du Japon, une vedette qui s'appelait Sasaki Kojiro, puis il l'a vaincu sur l'île de Funa. Probablement, là, on dit là, que grâce à un long bokken qui aurait été taillé dans une rame du bateau qui l'avait amené sur l'île. Mais là-dessus, les récits sont pas tout à fait homogènes, hein, ils sont pas beaucoup fiables. Par contre, ce qu'on peut dire, sans se tromper, c'est que dans aucun texte que Musashi a écrit, il va mentionner directement ses adversaires, sauf évidemment Arima Kihei le premier. Il nomme pas nulle part Sasaki Kojiro ou un autre duel qu'il aurait fait avec Shishido Baiken. Pas plus que la famille Yashioka. Pourtant, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont restés célèbres puis intégrés à sa légende. D'un autre côté, aucune source indique le nom de Sasaki. On pense qu'il pourrait s'agir de Kojiro Ganryu. Plusieurs années ont passé et puis Musashi va se rendre auprès de la famille des Hosokawa, une famille très célèbre qui est apparentée à celle du shogunat Tokugawa. Il faut savoir aussi qu'il est rentré à titre uniquement d'invité, ce qui va expliquer bien des histoires, puis il viendrait surtout justifier la solde relativement modeste qu'il va toucher pour ses services. Puis c'est à peu près à cette époque-là qu'il a arrêté les duels. On sait qu'il a été chargé du commandement d'un corps d'armée, du daimyo qui s'appelait Ogasawara, puis qui a participé au siège du château de Hara en 1638, lors de la révolte des chrétiens, menée par Amakusa Shiro. Au bout de quelques années, il retourne à Kumamoto, puis il va se consacrer essentiellement à des activités artistiques. On sait qu'il a gardé un esprit très vif, puis certaines capacités physiques. Sur le plan familial, Musashi a eu deux fils adoptifs, Miyamoto Mikinosuke puis Miyamoto Iori. Il va retourner à Edo, c'était l'ancien Tokyo, et puis Miyamoto Mikinosuke est mort en 1626 à 20 ans par seppuku, la troisième année de la Kanei, pour suivre son daimyo tel que voudrait le Bushido. Quand on parle d'exagération, c'en est une. Ce ne serait pas le seul suicide relié à la mort d'un daimyo. L'histoire la plus connue de ça, c'est l'histoire des 47 renins. C'est une histoire qui est vraie, 47 renins. Comme vous pouvez le constater, le Bushido, quand il est mal interprété, peut conduire au fanatisme. Mais on peut pas juger, il faut prendre en considération les mœurs de l'époque, pas juger le texte avec les yeux d'aujourd'hui. Enfin, j'espère que cette vidéo-là va vous inciter à en savoir plus sur l'histoire des samouraïs. Je vous conseille de lire les livres d'Ishikawa, vous allez bien aimer ça. Et en parlant d'aimer quelque chose, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air, ça va nous aider. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. On en fait une vidéo par semaine environ. Et surtout, partagez vos vidéos avec vos amis. Et finalement, abonnez-vous à Martial Manvôtre. N'oubliez pas surtout d'aller pratiquer au dojo 2 ou 3 fois par semaine. C'est plus important que de regarder des vidéos sur YouTube, même les miens. Faites attention à vous et à la prochaine.